Hervé Bazin, Vipère au point, chapitre 7. Si draconien soit-il, un règlement trouve toujours des accommodements. Draconien signifie sévère, des accommodements, ce sont des arrangements. Notre mère, qui avait raté sa vocation de surveillante pour centrale de femmes, c'est-à-dire pour prison de femmes, se chargea de veiller à sa plus stricte application et de l'enrichir peu à peu de décrets prétoriens. La garde prétorienne, c'est la garde de l'empereur à Rome dans l'Antiquité, et plus largement, on désigne par le mot prétorien celui qui soutient un dictateur. Et vous savez qu'un dictateur, c'est un chef, un homme politique qui abuse de son pouvoir et qui prive autrui de ses libertés. Nous étions déjà habitués à la mentalité de la méfiance, d'origine sacrée, qui cerne tous les actes et mine les intentions de tout chrétien, ce pécheur en puissance. Un pécheur ici, attention, est celui qui commet des fautes. Du soupçon, Madame Réseau fit un dogme, autrement dit une loi indiscutable que l'on ne peut pas fléchir. Compliquées de commentaires et de variantes, ces interdictions devinrent un véritable réseau de barbelés. La contradiction même ne nous fut pas épargnée. C'est ainsi que nous devions faire notre chambre avant la messe. Pour vider notre seau de toilette, il n'y a naturellement pas de tout à l'égout à la belle lingerie, il nous fallait utiliser les water-closets de la tourelle de droite, contiguës à la chambre des maîtres. Et ce, en pleine nuit, à la lueur d'une lampe pigeon, qui nous fut bientôt supprimée. Or, nous devions également éviter le moindre jaillissement d'eau sale, et surtout le moindre bruit susceptible de contrarier le repos de notre auguste mère. Auguste ici signifie vénérable, respectable. Auguste est le nom d'un empereur romain. Afin d'éviter dans l'ombre toute collision malodorante, nous prîmes le parti d'aller vider nos ordures à pas de loup, le seau serré contre notre cœur, comme le ciboire sur la poitrine de Tarcissus. Un ciboire, c'est une coupe, et Tarcissus est un martyr dans la religion chrétienne. Et vous savez sans doute que le martyr est celui qui se laisse tuer pour prouver sa foi, sa croyance en un Dieu. Au début, la présence de mademoiselle Lion nous évitait de perpétuelles frictions. La gouvernante, à l'occasion, nous défendait. Mais madame Réseau le remarqua très vite. Ma parole, mademoiselle, mais vous vous faites l'avocat de ces vauriens. Vous leur cédez aussitôt que j'ai le dos tourné. Le père Trubel, lui, se contentait de fumer sa pipe. En vain, la pauvre Ernestine cherchait-elle à l'amener à ses vues. Ma bonne demoiselle, comprenez donc, ni vous, ni moi n'en avons pour bien longtemps. Que cette femme élève ses enfants comme elle l'entend, cela ne regarde qu'elle. Nous sommes payés, et mal payés, pour dire Amen. Pour ma part, je ne puis trouver facilement un autre préceptorat. Alors, nous sommes payés pour dire Amen signifie que nous sommes payés pour tout accepter. Alors, le préceptorat, cela vient du mot précepteur. Un précepteur, dans les familles bourgeoises de l'époque, c'est un instituteur, un professeur qui intervient à domicile. Cette conversation, surprise entre deux portes, m'édifia sur le compte du père, c'est-à-dire me renseigna bien sur le compte du père. Mais la gouvernante ne se résignait pas. Elle nous aimait, cette vieille fille, et c'était bien là le pire grief de notre mère, qui ne l'avait provisoirement conservée à son service que pour donner satisfaction à l'opinion. Alors un grief, c'est un reproche, autrement dit, la seule chose que Madame Réseau ait à reprocher à cette gouvernante, c'est d'aimer les enfants. Certaines réformes
dont rêvait Madame Réseau ne pouvait être entreprise qu'après le départ d'Ernestine. Le premier prétexte pour la renvoyer fut le bon. Alors une réforme, c'est un changement dans les lois. Il se présenta sous la forme d'une courte maladie de Freddy. Rien de grave. Une simple indigestion due à la surabondance de haricots rouges dont nous gavait économiquement notre mère. Notre aîné ne put se lever un matin, et mademoiselle proposa de le prendre dans sa chambre qui était chauffée. Madame Réseau refusa. Cet enfant s'écoute. Nous allons simplement le purger. À l'huile de ricin, vous vous en doutez. Donc l'huile de ricin est une huile qu'on administrait à l'époque pour provoquer une diarrhée et soigner lorsque l'on avait une indigestion. Mais il s'agissait d'un produit très toxique. Pour vous donner une idée, Mussolini, un dictateur du XXe siècle en Italie, utilisait cette huile de ricin pour supprimer ses adversaires. Une pleine cuillère à soupe de cette bonne saleté fut présentée aux lèvres de Freddy, qui détourna la tête et osa dire « Grand-mère nous donnait du chocolat purgatif. » Madame Réseau serra les dents, et pour toute réponse pinça rudement le nez de son fils, qui dut ouvrir la bouche pour respirer. Incontinent, cette douce personne en profita pour lui entonner l'huile dans le gosier. Incontinent, c'est-à-dire sur le champ, immédiatement. Le résultat fut immédiat. Dans un irrésistible haut-le-cœur, Freddy revomit le tout sur la robe de chambre de sa mère. « Quel immonde enfant !» hurla-t-elle, en lui lançant à la volée une gifle retentissante. C'en était trop pour le cœur et pour les principes de mademoiselle Lyon, gouvernante diplômée. « Madame, dit-elle, je ne puis plus approuver ces méthodes. » L'interpellée se retourna et, sifflante, « Ni moi les vôtres, ma fille. » Mademoiselle Lyon s'indigna. « Vous vous oubliez, madame, je ne suis pas une femme de chambre. » Mais son antagoniste n'avait que faire de la forme. Un antagoniste signifie un adversaire. C'est quelqu'un qui s'oppose. « Je ne sais pas ce que vous êtes, mais je vous paie pour vous occuper de mes enfants, et non pour les dresser contre leur mère. Vous avez admirablement profité des leçons de ma belle-mère qui s'entendait bien à ce travail de division. Si je ne puis plus rien obtenir de mes fils, je sais maintenant à qui je le dois. Dans ces conditions, madame, je n'ai plus rien à faire ici. J'allais vous le dire. » Mademoiselle se retira, toute raide, et madame Réseau fit ingurgiter à Freddy non pas une, mais 2 cuillères d'huile de ricin. Les réformes suivirent. Cette fois, point de comparaison solennelle. Le tour de vis fut donné, progressivement, au fur et à mesure des inspirations maternelles. Affirmer son autorité chaque jour par une nouvelle vexation devint la seule joie de madame Réseau. Elle sut nous tenir en haleine, nous observer, remarquer et détruire nos moindres plaisirs. Le premier droit qui nous fut retiré fut celui de l'ourson, ou petit tour signé Freddy. Nous avions jusqu'alors licence de nous promener dans le parc, c'est-à-dire que nous avions le droit de nous promener dans le parc, à la seule condition de ne pas franchir les routes qui le bordent. Mademoiselle n'était pas encore partie lorsque notre mère prit feu en plein déjeuner, ce qui était contraire à ses habitudes car en principe, elle préférait manœuvrer son mari dans l'intimité. « Jacques, tes enfants deviennent impossibles, surtout Brasse-Bouillon. Je ne peux pas les laisser galoper comme des veaux échappés. Un de ces jours, nous en retrouverons un sous les roues d'une auto. Ils ne sont jamais rentrés à l'heure exacte. N'est-ce pas, mon père ? » Fit celui-ci entre 2 cuillerées de potage. « Tes mains, Brasse-Bouillon !» cria madame Réseau. Et comme je ne les remettais pas assez vite sur la table, un coup de fourchette dent en avant vint les ponctuer de 4 points rouges. « Avec le dos, Paul, avec le dos. Cela suffit, » gémit papa, qui reprit.
Tu ne peux tout de même pas attacher ces gosses. Non, mais je pense qu'il devient nécessaire de leur interdire de dépasser les barrières blanches. Elle nous parquait ainsi, dans un espace de 300 mètres carrés. Vous n'êtes pas de mon avis, Jacques? Le vous décida mon père à céder. Il le lui rendit d'ailleurs, ce qui signifiait chez lui non la colère, mais la lassitude. Faites comme vous l'entendez, ma chère. Mother, will you please give me some bread? Susurra Cropette dans le silence. Alors, Madame Mère, condescendante, lui offrit le crouton qu'il préférait. La condescendance, c'est une politesse excessive, un petit peu fausse, un peu hypocrite. Mademoiselle Lion dut s'en aller comme une voleuse. Nous ne fûmes pas autorisés à lui faire nos adieux, mais le lendemain de son départ, nous étions autorisés à gratter les allées du parc. Au lieu de gaspiller vos forces en jeux stupides, vous vous amuserez désormais d'une manière utile. Cropette ratissera, Freddy et Brasse-Bouillon gratteront. Cette corvée de désherbage devait durer des années. Elle nous devint naturelle, mais au début nous vexa profondément. L'étonnement des fermiers, leur sourire, nous était insupportable. Madeleine, de la Vergeraie, revenant de l'école, n'en croyait pas ses yeux. Oh, voilà-t-il pas que ces messieurs grattent leurs allées et venues à présent? On s'amuse, hein, tu vois bien, rétorqua bravement Freddy. On s'amusait ferme, en effet. Madame Réseau corsa l'affaire en installant son pliant à 4 mètres de nous. Un pliant, c'est une chaise pliante. Corser l'affaire, c'est-à-dire la rendre encore plus difficile, plus pénible. Elle avait dû vaguement entendre parler du stakhanovisme. Le stakhanovisme, c'est une méthode de travail employée dans l'ancienne Russie, en URSS. Cette méthode de travail était censée améliorer la production, mais elle reposait sur un contrôle extrêmement sévère des travailleurs. Pour vous donner une idée, on pouvait mettre quelqu'un à mort parce qu'il avait volé. Ses conseils sur la meilleure méthode d'arracher les pissenlits, sur la manière d'économiser les coups de raclette et de leur donner le maximum d'efficacité, nous furent prodigués avec taloche à la pluie. Taloche, c'est-à-dire des coups. L'art de tailler les bordures au ciseau fut inventé. Rendons hommage à sa patience qui grelottait parfois sous le vent d'ouest, mais s'acharnait aux futilités de la persécution héroïquement. Persécuter quelqu'un signifie s'attaquer à lui très violemment. Et maintenant, voici l'invention des sabots. La glaise du craonnet est mortelle aux souliers. Alors la glaise, c'est de la boue, mais un peu gluante. Grand-mère nous chaussait de galoches en été et de bottillons de caoutchouc en hiver. Madame Mère les trouva dispendieux et par ces motifs les déclara malsains. Dispendieux, c'est-à-dire trop cher. Vous me pourrissez toutes vos chaussettes. Papa résista quelques semaines. Il n'avait pas vu, sans déplaisir, ses enfants transformés en petits serfs. Les serfs au Moyen-Âge, ce sont des paysans privés de liberté, autrement dit des esclaves. Les paysans les plus misérables. Sa conception de l'honorabilité en souffrait. Mais, comme toujours, il céda. Nous dûmes porter les sabots que Madame Réseau commanda spécialement au bottier du village. Et non pas des sabots de fermière relativement légers, recouverts de cuir, mais de bons gros sabots des champs, taillés en plein hêtre et ferrés de clous en quinconce. Des sabots de 3 livres qui nous annonçaient de loin. De 3 livres, livre ici, c'est une mesure pour peser, ce qui signifie que les sabots sont particulièrement lourds. Marcel, toujours fragile, eut le droit de les porter avec chaussons. Pour Freddy, pour moi, la paille suffisait.
Quelques jours après, rafle générale dans nos chambres et dans nos poches. Une rafle correspond au fait de tout emporter. Plus particulièrement, c'est une opération policière qui est exécutée à l'improviste, c'est-à-dire de façon inattendue, pour surprendre. Et cette opération policière vise à arrêter des personnes. Euh, des rafles étaient notamment fréquentes sous le régime nazi. N'oubliez pas que Vipère au point est écrit et publié en 1948. On sent ici qu'Hervé Bazin est tout à fait influencé par la Deuxième Guerre mondiale. On s'en rend compte avec le vocabulaire qu'il emploie, rafle, un peu avant persécution, plus loin on trouvera réquisition. Donc c'est toute une atmosphère d'oppression, c'est-à-dire de perte des libertés dont Hervé Bazin rend compte ici. Il est encore profondément marqué par le nazisme. Alors pour information, des rafles, il y en a eu en France également. Vous connaissez peut-être la rafle du Vélodrome d'hiver en 1942. Le régime de Vichy de l'époque, c'est-à-dire un régime français qui collabore avec Hitler, avec les nazis, prévoit l'arrestation massive de juifs à Paris. Pour vous donner une idée, en une journée, 13 152 personnes, dont 4 115 enfants, sont arrêtés et moins de 100 personnes survivront à cette arrestation. Donc je reprends. Rafle générale dans nos chambres et dans nos poches, c'est-à-dire que tout leur est enlevé. Interdiction de conserver plus de 4 francs. Ces derniers étaient réservés pour les quêtes. Les quêtes à l'église. C'est le fait de donner son argent après une messe, par exemple. Bien entendu, nous n'avions jamais reçu un sou de nos parents, mais il arrivait que nos oncles et tantes nous fissent quelques dons. La prime de 2 francs, instituée par grand-mère pour note satisfaisante, avait été supprimée depuis longtemps. Restait aussi le bénéfice des générosités pluvignac. Madame mère, ayant décrété la réquisition de nos bourses, saisit également tous objets de valeur en notre possession. Timbales d'argent de nos baptêmes, chaînes de cou à médaille d'or, stylos offerts par le protonotaire, épingles de cravate, le tout disparu dans le tiroir aux bijoux de la grande armoire anglaise qui servait de coffre-fort à notre mère. Nous ne devions jamais rien récupérer. En même temps, des serrures étaient posées sur les placards les plus anodins. Les plus anodins, c'est-à-dire les plus simples. Les clés, étiquetées, furent suspendues à l'intérieur de la fameuse armoire dont je viens de parler et qui devint le saint des saints de la belle Angerie. La clé suprême, celle qui défendait toutes les autres, celle de l'armoire anglaise, ne quitta plus l'entre-deux seins de la maîtresse de la maison. Et Freddy trouva un nom pour cette politique, la kleptomanie. Alors, vous connaissez peut-être le mot kleptomanie. Un kleptomane est celui qui vole. Alors, le mot kleptomanie, qui est inventé ici par le frère du narrateur, est formé du terme manie en latin qui signifie la folie, la maladie. Donc, autrement dit, ici, Madame Réseau a la folie des clés. On retrouvera le mot manie, par exemple, dans un terme comme maniaque. De cette époque date ma science de Louis XVI, amateur, mon amour des passe-partout. Quelques clés, chippées çà et là, furent d'abord cachées sous un carreau descelé de ma chambre, puis travaillées avec plus ou moins de bonheur en vue de crocheter certains placards. Simple forfanterie au début, c'est-à-dire simple vantardise, nous n'en étions pas encore au stade du vol domestique, mais nous avancions gaillardement sur cette voie. Déjà nous avions faim, déjà nous avions froid.
et nous louchions sur les entrebâillements d'armoires, d'où notre mère, parcimonieusement, retirait linge ou victuailles. Parcimonieusement, c'est-à-dire en très petite quantité. Les victuailles, c'est la nourriture. Et nous ragions lorsque notre frère de Chine était appelé. Tiens, Cropette, tu as été convenable depuis 8 jours. Attrape ça. Généralement, il ne s'agissait que d'une vieille nonnette, car la gueuse ne se mettait point en frais. Une nonnette, c'est une pâtisserie. Alors la gueuse, c'est une personne misérable, très pauvre. Ici, la gueuse ne se mettait point en frais signifie qu'elle ne faisait pas beaucoup de dépenses. Mais ce privilège exorbitant exaltait la morgue de Cropette, le maintenait en douce vassalité, l'incitait à crachoter entre deux portes ses petites délations. Alors la vassalité, c'est le fait d'être le serviteur de quelqu'un, et des délations, ce sont des dénonciations. Autrement dit, ici, Madame Réseau manipule Cropette. De cette façon, Cropette dénonce ses frères lorsqu'ils ont commis une bêtise, ou quelque chose qui est interdit du moins. Au surplus, ces nonnettes, elles nous avaient été volées et nous le savions. L'arrière-grand-mère Pluvignec nous les envoyait de Dijon, où elle s'éteignait en bourgeoisie depuis 3/4 de siècle, sans daigner nous connaître, c'est-à-dire sans avoir l'envie de nous connaître. Donc c'est une arrière-grand-mère qui ne voit jamais, qui envoie de temps en temps ses pâtisseries, qui sont destinées aux enfants, mais seule Cropette y a le droit. Déjà nous avions faim, déjà nous avions froid, physiquement, moralement surtout. Passez-moi le mot, s'il recouvre vraiment quelque chose. 1 an après la prise du pouvoir par notre mère, nous n'avions plus aucune foi dans la justice des nôtres. Voyez, le mot prise de pouvoir renvoie encore ici à une dimension politique, la dimension dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une prise de pouvoir abusive. On peut penser notamment à la prise de pouvoir d'Hitler avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est véritablement un portrait de dictateur qui est fait de Madame Réseau. Grand-mère, le protonotaire, la gouvernante avaient pu nous paraître durs quelquefois, mais injustes jamais. Nous ne doutions pas un instant de l'excellence de leurs principes, même si nous les observions avec hypocrisie. En quelques mois, Madame Réseau eut ruiné cette créance salutaire. Les enfants ne réfléchissent que comme les miroirs. Il leur faut le teint du respect. Tout système d'éducation, tant pis pour ce grand mot, leur apparaît mal fondé s'ils n'embauchent pas leur piété filiale. Cette expression, à la belle Angerie, vaut un ricanement. C'est-à-dire que pour que l'éducation fonctionne, il faut que les parents, ou ceux en tout cas qui éduquent, soient eux-mêmes respectables et justes. Sinon, toute tentative d'éducation reste vaine, toute tentative d'éducation échoue. C'est pourquoi cette tragédie encore froide rejoignit-elle le comique lorsque notre mère s'improvisa directrice de conscience. Mon père faisait 2 fois par semaine dans la chapelle une lecture spirituelle. L'une d'elles ouvrit à Madame Réseau des horizons nouveaux. Nous ne connaissons plus aujourd'hui que la confession privée, mais chez les premiers chrétiens, la confession était publique. Certains ordres monastiques ont conservé cet usage et chaque soir, battant leur coulpe devant leurs frères, quel admirable biais pour entrer toutes casquées dans l'intimité de nos fautes vénielles ou autres. Les fautes vénielles, ce sont de très petites fautes, sans gravité. Alors, un directeur de conscience, c'est celui auquel on peut se confesser, c'est-à-dire avouer ses fautes, et qui est censé nous diriger sur la bonne voie, nous donner des conseils. Ici, Madame Réseau a décrété que la confession privée qui se fait auprès du prêtre n'est plus suffisante. Les enfants ne doivent plus seulement
avouer leurs fautes en tête-à-tête avec le prêtre, mais également de façon privée devant leur mère. Au souper suivant, entre les haricots rouges et le fromage de ferme, les paupières de notre mère s'abattirent sur un visage sublime. Ouvrant les bras en demi-orémus, abandonnant la langue des hérétiques d'outre-Manche, toujours en vigueur à cette heure-là, cette sainte femme risqua ces mots pesés au milligramme sur des balances angéliques. Alors, le demi-orémus, ici, c'est une prière. Donc, ici, Madame Réseau va s'exprimer de façon très solennelle. Jacques, j'ai beaucoup médité la lecture spirituelle que vous nous avez faite. J'ai une proposition à vous faire. Je sais qu'elle pourrait paraître singulière en toute autre famille que la nôtre. Mais Dieu merci, nous pouvons nous moquer ici des libres penseurs et des athées. Les athées, ce sont les non-croyants. Nous ne sommes pas pour rien la souche d'où jaillissent tant de défenseurs de la foi, écrivains, prêtres ou religieuses. Mais que faisons-nous pour mériter un tel honneur? Il faudrait que nos enfants soient élevés dans le meilleur sens de ce terme, élevés dans les sommets de la foi. Un temps. Papa ne sourcillait pas. Cette terminologie conventuelle lui était familière. Donc la terminologie, c'est la façon de nommer les choses. La sainteté, apanage réseau, la foi de notre Père n'était pas de celles qui soulèvent les montagnes, mais elle était lourde et encombrante comme le Mont Blanc. Des enfants bien encordés pour l'alpinisme mystique, rien ne pouvait lui sembler plus souhaitable. Mais où veux-tu en venir, cher ami? À la confession familiale quotidienne, j'ai entendu dire que les Kervaseks la pratiquent depuis longtemps. Suprême argument, les Kervaseks sont dans le canton la famille rivale en sainteté. Ils ont donné un cardinal à la France. Papa hésitait encore. Notre mère entreprit le père Trubel. Vous êtes certainement de mon avis, mon père. Professionnellement, le précepteur était obligé de l'approuver. Il se contenta d'un signe de tête. Vous avez remarqué ici, on l'a déjà dit, que le prêtre n'a absolument aucun courage, ni le père de famille, les deux pères, autrement dit, c'est-à-dire Monsieur Réseau et le religieux, n'osent pas tenir tête à Madame Réseau. Jamais ce vague adjectif ne m'a paru si dénué de sincérité. 1 heure après, la prière du soir expédiée eut lieu notre premier déshabillage de conscience. Je m'en souviens comme d'une chose odieuse. Je m'accuse, disait Marcel, d'avoir oublié mon signe de croix avant l'étude de 4 heures. Et puis j'ai dit zut à Fine, qui ne voulait pas me donner une seconde tartine. Et puis j'ai donné un croche-pied à Ferdinand, qui ne voulait pas me rendre le capitaine de 15 ans. Cet enfant est d'une remarquable franchise, pontifia ma mère. Allez, Marcel, reprit-elle en employant le vous, pour bien marquer qu'elle était dans l'exercice de ses plus sublimes fonctions. Allez, le bon Dieu, votre Père et moi, nous vous pardonnons. Quant à moi, je me tue. Ce déballage me trouvait aphone. Aphone, c'est-à-dire sans voix. Qu'attendez-vous? Qu'avez-vous à cacher, mon garçon? J'ai certainement fait des péchés, mais je ne m'en rappelle plus. Je ne me les rappelle plus, corrigea le père Blanc. Faut-il que je vous aide? Reprit sèchement Madame Réseau. Tout plutôt que cela. Je me lançai dans tous les détails du confiteor. Impatience, gourmandise, avec quoi, mon Dieu? Avec quoi? Tout simplement parce que ces enfants n'ont rien à manger. Paresse, orgueil, toute la liste bénévolement acceptée par le curé de Soledo le samedi soir. Bon, vous voyez que là, l'enfant se plie à l'exercice et dit ce que sa mère a envie d'entendre. Mais précisez donc, mon garçon, exigeait Madame Mère.
Pour aujourd'hui, mieux vaudrait s'en tenir là, proposa le père, à qui je vouais séance tenante une éternelle reconnaissance. Freddy à son tour se mit à genoux. J'ai été très sage aujourd'hui, fit-il. Le père m'a même promis une griffe de lion. J'ai 12 de moyenne. Orgueilleux, glapit notre mère. Et cette histoire de livre que vous avez volé à votre plus jeune frère, vous serez privé de lecture pendant 8 jours. Mais, madame, objecta le père, le secret de la confession. Justement, il n'a rien avoué du tout, rétorqua madame Réseau. Il faut qu'il sache bien qu'il n'a aucun intérêt à dissimuler ses fautes. Quand il l'aura bien compris, il sera plus franc. Marcel aussi l'avait bien compris. Désormais, ses petits rapports devenaient inutiles. Sans avoir l'air d'y toucher et sans couleur de scrupules, il pourrait tous les soirs poignarder dans le dos au besoin. Freddy, lecteur passionné, était devenu enragé. La folle, la cochonne, répétait-il en se déshabillant, si haut que ses injures traversaient la cloison. Et tout à coup, contractant ses termes énergiquement, il rebaptisa notre mère. Folle coche, saleté de folle coche. Nous ne la connaîtrons plus que sous ce nom.